Le tout premier invité est avec nous sur ce plateau. Charles Mouchizi Mougaga. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez un certain nombre de casquettes, mais pour ce soir, analyste politique. Simplement, oui. Oui. Les élections approchent. Vous êtes tenté par les législatives nationales. Pour quitter le barreau. Non, pas pour quitter le barreau, parce qu'on est avocat à vie. C'est plein d'anciens avocats, le Parlement, surtout l'Assemblée nationale. Vous avez vu, il y en a beaucoup qui dorment, d'autres très accrochés à leur femme. Je n'irai pas dormir là-bas. Ce qui est sûr, c'est qu'un avocat a une large compréhension d'avance sur tout ce qui est texte, tout ce qui est institution. Et donc, un avocat d'une certaine expérience qui s'engage dans la politique à travers le travail au Parlement, c'est certainement une valeur inestimable. Cette maison-là a changé beaucoup de gens, sauf les têtus sont restés les mêmes, humbles, serviteurs, mais les émoluments et les titres, ça a donné beaucoup d'ailes. Au-delà des qualités personnelles. Beaucoup d'ailes aux gens. Beaucoup d'ailes, oui, on peut le dire. Beaucoup ont changé. Les ministères de certains n'existent plus ou sont sans onction. Vous pensez que vous serez la même personne une fois le peuple vous place sa confiance? Je crois que ce qui va faire la différence entre moi et les autres qui vont compétir avec moi ou qui vont être élus, c'est la qualité de l'éducation que j'ai reçue, la qualité de la formation que j'ai reçue, et mon engagement, sur fond de serment d'ailleurs, de ne jamais défendre ce que je ne crois juste, en âme et conscience. C'est ça le serment de l'avocat. Et ça me suit jusqu'à la mort. Heureusement qu'il existe un fossé entre le dire et le faire, la théorie et la praxis. Bon, jusque-là, vous n'avez pas encore... on n'a pas de reproches à vous faire. Si la République vous intéresse, bonne chance. Merci infiniment, voilà. Monsieur Lumbala. Nous rendons aux États-Unis. Je ne vais pas ici. Je vous ai déjà rafraîchi la mémoire avec la TICAD. Oui, Japon-Afrique, Turquie-Afrique, Russie-Afrique, Chine-Afrique, Union européenne, Union africaine. Aujourd'hui, États-Unis d'Amérique, Afrique, on parle. Une cinquantaine de chefs d'État sont sur place, même des dictateurs, même des sanguinaires comme Kagame et tant d'autres sont invités. Vous voyez, ils prennent même la parole. 55 milliards de financements américains sur 3 ans pour l'Afrique. Mais vous avez suivi le vrai discours. Il faut bloquer bloquer la Chine et la Russie sur le continent. Quelle est votre réaction la plus rapide? La plus rapide, d'abord sur le plan purement géographique et géopolitique. Je ne pense pas qu'il soit équitable de penser qu'un seul État peut inviter tout un continent de plus de 54 États. C'est quelque chose de très infantilisant et de très regrettable. La République démocratique du Congo ne peut pas à elle-même inviter toute l'Europe dans un sommet qu'elle dirige. Donc c'est inconcevable. Sur le plan purement du respect que nous nous devons sur le plan international et de la géostratégie, nous devrions être capables de dénoncer cette infantilisation, cette utilisation de l'Afrique comme s'il s'agissait d'un petit rien manipulable à la main de l'Amérique. Mais nos dirigeants y vont quand même. Les dirigeants y vont quand même, et nombreux. Je vais arriver. Chacun veut être invité. Je vais arriver à cela, mais la deuxième chose, c'est que l'Afrique du Nord au Sud, de l'Est à l'Ouest, n'a pas les mêmes problèmes. L'Afrique est plurielle même à la limite. Les problèmes sécuritaires que vit la République démocratique du Congo ne sont pas les mêmes problèmes sécuritaires que vit le Maroc avec le problème de Sahara occidental, ne sont pas les mêmes problèmes que vit l'Algérie, ne sont pas les mêmes problèmes sécuritaires que vit l'Afrique du Sud. Ça veut dire qu'il y a des causes différentes, des effets tout à fait différents, des acteurs tout à fait diversifiés et rien n'est a priori conciliable.
Donc, il n'y a pas un problème unique africain qui doit être résolu par les États-Unis. La troisième chose, et ça, il faut plutôt que nos gouvernants essayent de le comprendre le plus rapidement possible. J'invite plutôt la société civile des pays concernés à pouvoir interpeller leurs autorités. Cette manière de courir à la va-vite pour répondre à une invitation des États-Unis viennent-elles, c'est pas une manière de faire respecter les États africains. Et donc, les chefs d'État, les gouvernants qui ont couru pour aller aux États-Unis sans un agenda national, sans un agenda sous-régional, sans un agenda continental, sont partis perdre à peu près le temps parce que chacun veut se faire passer pour le bon élève pour avoir répondu au yaya, comme on peut le dire. Les États-Unis ont invité, il faut être là. Non, à un certain moment, il faut savoir manifester un brin de maturité et se dire, cette invitation, je n'y réponds pas parce que non seulement que l'agenda est mal ficelé, mais en fait, moi-même, qui suis censé parler à cette réunion, j'ai pas élaboré mon agenda. Donc il faut que ce soit l'Afrique qui décide de quand elle veut rencontrer tel et sous quelle thématique, qui soit transversale sur l'Afrique tout entière. Alors, je reviens quand même à la participation, à la présence des dictateurs sanguinaires comme Kagame. Vous êtes déçus quand même par ces donneurs des leçons, droits de l'homiste, grande démocratie, champion de la prospérité, du développement, respect des droits de l'homme. On invite à cette réunion des dictateurs, des sanguinaires, qui tuent sur notre territoire. Ça fait déjà plus de 23 ans. Ça fait déjà 24 ans. Vous êtes déçus quand même? Mais déçu, peut-être pas, je constate, mais ça devait être une matière à réflexion pour nos dirigeants. Parce que celui qui les a invités, c'est celui qui arme le Rwanda. C'est celui qui soutient le Rwanda dans toutes les stratégies maléfiques qui endeuillent la République démocratique du Congo. Et refuser cette invitation, ou tout au moins la dénoncer, ou en imposant un point à l'ordre du jour de ce sommet en faveur de la République démocratique du Congo, aurait pu démontrer un peu de maturité politique que nous avons et la place que nous voulons nous donner, nous, comme République démocratique du Congo, au sein du concert des nations, pas seulement africaines, mais universelles. Et donc, je constate que nous sommes partis à une réunion convoquée par l'un de nos bourreaux, et que nous avons accepté d'y participer. C'est vraiment dommage, c'est plutôt à nous de nous jeter la première pierre parce que nous avons failli pour n'avoir pas eu une conviction nationale capable de défendre l'honneur et la réputation de notre pays. Non, confrères, sur place et des limiers qui couvrent justement ce grand rendez-vous, nous font part justement de manière claire de ce qui se passe et de ce qui se dit là-bas. Washington met en garde les dirigeants africains contre l'influence croissante de Pékin et Moscou en Afrique. Ils ont dénoncé mardi le rôle déstabilisateur, entre guillemets, rôle déstabilisateur de la Chine et de la Russie en Afrique. Vous avez encore une réaction quand même là? Qui déstabilise l'Afrique réellement? Ce qui déstabilise. Est-ce que c'est la Chine? Est-ce que c'est la Russie? Non, ce qui déstabilise l'Afrique, c'est essentiellement l'ignorance. Nous n'inscrivons pas dans notre agenda national des points diplomatiques qui concordent, qui s'alignent sur les priorités diplomatiques de la Chine. Quelle est la priorité diplomatique de la Chine en matière d'appui à l'éducation, d'appui au développement économique de manière générale, d'appui à ceci ou à cela, et qui nous permet d'aligner, d'arrimer nos propres priorités à ces priorités-là. Et donc, généralement, nous rentrons dans une coopération où chacun a son agenda. Mais alors, à qui mieux, la Chine essaye d'obtenir le maximum qu'elle peut obtenir, tant que les pays africains, la République démocratique du Congo en particulier, ne contrevient pas à sa manière de faire. Et donc, moi, je ne sais pas, par exemple, en regardant le nombre d'immeubles que la Chine est en train de construire ici, prétendant que c'est des ambassades, vous allez voir sur l'avenue Ouvira, c'est tout un quartier que la Chine construit. Est-ce que nous pouvons avoir les mêmes facilités en termes de coopération avec la Chine
et avoir aussi les facilités d'obtenir avec autant d'aisance la terre, les matériaux, le personnel, et même le personnel le moins bien payé possible. C'est quand même quelque chose de très interpellant pour nous-mêmes d'abord, parce que nous devons pouvoir nous engager dans une diplomatie en sachant, en maîtrisant préalablement ce que le pays inscrit dans son domaine de coopération avec notre pays. Ça nous permet d'arrimer, d'aligner nos priorités sur leurs priorités, ou de leur dire votre priorité sur tel point ne nous intéresse pas parce que nous avons plus important à faire et voici où vous pouvez appuyer et pas sur tel point particulier. Charles Mouchezi, on avait déjà compris que l'approche des démocrates quand ils sont arrivés aux affaires, c'était de justement freiner l'influence de la Chine et de Moscou sur le continent africain. On a vu au Soudan, d'abord, le Soudan du Sud, n'en parlons pas, on pompe le pétrole, il est instable, pauvre, et le peuple souffre. De l'autre côté, au Soudan, il y a eu un coup d'État. Vous avez vu le spectacle. Tout ça, on dit qu'il faut fragiliser pour freiner la Chine. Chez nous, la guerre dans l'Est avec le réveil de la milice de Kagame, est-ce que nous pouvons dire que les guerres, les coups d'État, les massacres, les tueries, les pillages en Afrique, c'est un chantage que l'Occident exerce sur nos dirigeants pour pouvoir bloquer la Chine et son avancée, même Moscou? Oui et non. D'abord, ces pays, ces puissances sont en présence des États fragiles qui ne savent pas encore se prendre en charge suffisamment sur le plan sécuritaire. Et donc, ils profitent de ces faiblesses qu'ils trouvent sur place pour essayer d'amplifier leur présence en termes d'exploitation et pas de renforcement, c'est clair. Mais il faut quand même reconnaître que la présence de tous ces partenaires est une opportunité. Que la Chine soit là, la Russie, les États-Unis, la Belgique, l'Union européenne de manière générale, tout ça sont des opportunités et c'est à nous de savoir comment en tirer le profit. Et donc nous devons être sûrs. Ce sont des opportunités. C'est des opportunités. Mais en même temps, une guerre âpre, une guerre fratricide sur le continent. Vous voyez de quelle manière se livre cette guerre. C'est pas quand même beau à voir. Vous dites opportunité avec les dirigeants, avec un peuple africain. La plupart des guerres en Afrique ne se terminent jamais par un vainqueur sur un vaincu. Ça se termine par des voies diplomatiques. Ceux qui fabriquent et vendent les armes ou les fournissent, ceux qui appuient logistiquement, ceux qui apportent la stratégie, notamment les États-Unis, la Grande-Bretagne, l'Australie et pour le Rwanda, peuvent être approchés par nous diplomatiquement, selon ce que nous offrons en contrepartie et faire terminer cette guerre. Nous perdons énormément en estimant, en croyant que seules les armes que nous acquérons à un prix prohibitif peuvent être capables de terminer cette guerre. C'est pas possible. C'est pas possible et nous l'avons déjà vécu depuis des années. Je crois que ce qu'il est important aujourd'hui de faire, c'est de prendre cette présence massive des partenaires internationaux plutôt comme une opportunité et de l'utiliser comme telle en lieu et place de défaroucher l'un contre l'autre. Parce que de toute façon, avec ou sans notre accord, il est difficile aujourd'hui que nous les fassions partir du pays. Du seul moment qu'on ne peut pas... Mais la Chine est dans un pragmatisme connu de tous, au-delà de leur descente dans nos cuisines, les mines, au-delà de leur approche qui n'est pas enviée. Hein. La présence chinoise est aussi encombrante dans nos mines, dans nos forêts, avec une approche très critiquée, justement, déplorable. Mais la Chine est pragmatique, avec du liquide. Et ça, c'est un partenariat palpable. Mais par rapport à Washington, à Bruxelles, qui ne sont que dans les discours, et les chiffres virtuels qui ne tombent même pas dans nos comptes ici ou dans nos trésors, mais qui sont gérés par leurs agences. Vous connaissez ce qui se passe. Est-ce qu'il faut vraiment continuer à faire confiance à tout le monde?
Je crois que le programme, par exemple, qui a été monté mal ou bien autour de fameux 5 chantiers, etc., et qui a particulièrement mis en branle la coopération de la République démocratique du Congo avec la Chine, a été d'une particularité qui a fait que la Chine puisse poser des actes concrets sur des espaces concrets, avec des contreparties concrètes, etc. Cet effort n'a jamais eu lieu avec l'Union européenne, avec les États-Unis. En fait, je suis en train de dire, nous devons être capables de monter des projets et de les vendre à qui mieux. Ça veut dire à qui peut offrir mieux à la République démocratique du Congo. Qu'est-ce que nous montons comme projet en éducation? Qu'est-ce que nous montons en projet dans le domaine minier? Nous avons les plus beaux textes, nous pouvons bien nous en vanter, mais chaque fois, c'est notre propre système, c'est nos propres systèmes, au niveau de l'Afrique tout entière d'ailleurs, qui pose problème en cela que personne ne respecte les textes et il n'y a aucune sanction malheureusement à toute violation de texte. C'est l'absence de la sanction, pour la plupart des cas, qui fait qu'il y a cette prolifération d'actes criminels de Congolais comme des étrangers au Congo, parce qu'ils savent qu'ils ne risquent pas grand-chose. Et donc, valoriser la sanction sur base des lois qui existent et le faire appliquer absolument peut être un bon début de recadrage du comportement des partenaires qui viennent. Parce que sur base de ces textes, nous pouvons même refuser, par exemple, sur base de la réciprocité, que tel accord ne soit plus applicable en République démocratique du Congo, ou plutôt qu'il soit revu dans le sens où il est accepté d'être appliqué par l'autre pays. Il n'est pas acceptable, par exemple, que le Congolais puisse travailler individuellement dans une mine en Chine. Et pourquoi le Chinois le ferait ici? S'il y avait une sanction, s'il y avait la valorisation de la sanction, dans un cadre de coopération, on peut se dire, oui, désormais, aucun Chinois ne descend dans une mine. Sinon, si nous disons que chaque Chinois peut aller dans une mine, donc les Congolais qui travaillent dans le domaine minier en Chine peuvent aussi descendre dans les mines congolais. Voilà. C'est une question de se faire respecter en brandissant les textes, en brandissant surtout la sanction, mais en étant sûr que la sanction peut être effective, parce que la crainte de la sanction est toujours le début de la sagesse. S'il n'y a aucune sanction, ou s'il y a des sanctions qui ne sont pas appliquées, il y aura toujours des violations, et des violations qui seront malheureusement décriées continuellement. Mais le fait de décrier ne changera particulièrement rien dans la situation du Congo. Donc c'est maintenant qu'il faut essayer de revoir nos modalités de coopération, de faire valoir le principe de la réciprocité comme base de la sanction en matière de coopération interétatique et même au niveau régional, et faire en sorte que justement sur base de cette réciprocité et des sanctions qui peuvent en découler, nous commencions à nous faire respecter et à faire passer des projets qui retracent réellement la coopération et non pas l'exploitation des puissants sur les faibles. Dernière préoccupation, à votre avis, au regard de toutes les découvertes maintenant que la nouvelle race africaine et congolaise est en train de faire, que depuis la nuit des temps, ceux qui nous font la guerre sont les grandes puissances. Le terrorisme est créé par des gens bien connus avec des conséquences néfastes. Pillage de nos richesses, massacre des populations congolaises. Est-ce que vous avez l'impression que nous allons assister à une nouvelle génération qui va faire chambouler les choses? Oui, c'est clair qu'il y a une génération, et même peut-être plusieurs générations déjà, 2 ou 3, qui pensent, qui estiment qu'il n'y a que par la voie de la rébellion qu'ils peuvent accéder au pouvoir. Et donc, nous avons à faire attention sur cet aspect-là. Tout de suite, je parlais des sanctions. Il faut que nous soyons capables de sanctionner prioritairement les Congolais qui trahissent leur nation en prenant les armes contre elles-mêmes. La plupart des rébellions qui ont sévi dans ce pays depuis 1997 jusque maintenant ont utilisé à la fois des étrangers et des Congolais. Et donc, il faut absolument que des sanctions exemplaires soient prises contre les Congolais qui trahissent leur nation et pas qu'ils doivent s'attendre à des primes de guerre pour accès, comme l'accès à l'espace politique. Notre Parlement aujourd'hui en grande partie et notre gouvernement
sont jalonnés à des personnes qui ont tué d'autres Congolais pour accéder au pouvoir. Ce n'est absolument pas acceptable. Et donc la valorisation de la sanction est le début, va probablement changer les choses. Mais je crois par contre qu'il y a un certain nombre d'hommes de valeur, des personnes qui croient en quelque chose et qui sont capables, qui pensent pouvoir se sacrifier pour ne serait-ce qu'apporter quelques changements dans certains secteurs en termes de réformes. Je pense être de ceux-là, je ne fais pas la publicité de moi-même, mais je sais qu'il y a beaucoup de jeunes épris de bonne volonté et qui ont des capacités pour effectivement travailler pour leur pays et changer les choses, que ce soit dans le domaine de loi, de l'élaboration de loi, de l'application de loi, de la coopération, des négociations, de contrats d'importance capitale pour le pays avec l'étranger, etc. Et c'est sur ces aspects-là que nous pouvons être peut-être capables même de travailler de manière à amener la technologie qu'il nous faut par secteur pour booster le développement du pays de manière plurisectorielle. Charles Mouchizi, je vous remercie d'être venu et surtout de votre apport à ce décryptage de l'actualité, pas dans une approche d'accompagnement aveugle. La rédaction le fait déjà bien, vous informer de ce qui se passe là-bas, mais nous, c'est aller au-delà, au-delà de factuel, parce que ce continent nous est cher et ce pays nous est cher. Nous voulons que demain, que le Congo commence à réunir le monde aussi autour de lui. Et c'est possible. Oui, très bonne soirée. C'est possible. Et voilà, mobiliser pour que les gens s'enrôlent massivement et qu'ils vous donnent la chance. Nous, on ne sait pas encore, on n'a pas encore décidé si nous allons nous jeter à l'eau, mais pas avec un maître nageur. Je vous le conseille vivement. Pas avec un maître nageur, ça sera en solitaire. Merci beaucoup. Le second invité sur la même thématique, Yamungu Samuel, dans quelques instants avec nous.